c'est très intéressant. En fait, chaque langue a un centre de résonance. Donc, par exemple, les Russes, the Russians are going to be in the back of the throat. Tu vois, les Français, we're very much in the front. Tu vois, on est vraiment à l'avant de la bouche. The Brits are even more in front. Les Américains, ce qui fait qu'eux, ils ont une voix très résonante. Tu sais, vraiment, quand on va dans un restaurant, on les entend parler. Bon, après, ils ont aussi pas les mêmes codes. Même code, ouais. Mais ce qui fait ça, c'est que vraiment, leur centre de résonance est au milieu de la bouche. Donc, tu vois, c'est un peu comme si tu étais tu vois, dans une grande salle et que tu te mettais en plein centre. Et en fait, si tu te mets en plein centre, ta voix, en fait, toute ta voix va aller taper contre les murs, contre le plafond, contre le sol. Tu vas être parfaitement au centre de la caisse de résonance. Et donc, c'est ce qui fait que les Américains ont une voix très résonante. Et du coup, juste en tant que Français, par exemple, hein, en faisant juste reculer ce centre de résonance de l'avant de la bouche au milieu de la bouche, on rentre vraiment dans le placement de voix de l'accent américain. Exactement. Et c'était l'exemple que je te donnais, moi, que ma prof d'anglais m'avait donné au collège, de la patate chaude. Ouais. Si on a du mal, en fait, à visualiser de quoi tu parles, c'est cette patate chaude, en fait, qui est du coup plus au centre de la bouche et qui va, du coup, reculer ton centre de résonance. C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Et donc, un moyen simple de trouver ce centre de résonance, on peut parler en français avec le doigt un peu à l'avant de la bouche. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis français. Et après, on va juste reculer le centre de résonance. On va mettre le doigt au milieu de la joue. Et là, je vais parler comme si j'étais l'Américain le plus cliché. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je viens de Paris. Et je sais pas si tu vois ce qui s'est passé, mais direct, mon centre de résonance a changé. Ma voix a pris une résonance différente. Il y a beaucoup plus de vibrations. Et c'est ça, en fait, qui va énormément aider dans trouver l'accent. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements ? Emballés. Mes bouquins ? Empaquetés. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet universel, intime et parfois un peu sensible. On va parler d'accent. Cet accent qu'on trimballe avec nous dès qu'on change de pays ou même de région. Celui qu'on entend ou pas, celui qu'on garde, qu'on gomme, qu'on assume ou parfois qu'on travaille. Mais au fait, c'est quoi un accent ? C'est la façon dont notre langue maternelle ou notre environnement culturel va influencer notre manière de parler une autre langue. C'est un mélange de sons, d'intonations, de rythmes, une sorte de signature vocale. Et on peut avoir un accent d'ailleurs en parlant une langue étrangère bien sûr, comme le fameux accent français quand on parle anglais, on va en parler aujourd'hui, mais aussi en parlant sa propre langue. On parle de l'accent québécois, de l'accent marseillais, belge ou voire suisse. C'est un marqueur d'origine, d'identité, parfois même de classe sociale, souvent de fierté et parfois de gêne. Alors, est-ce qu'on peut vraiment perdre son accent ? Est-ce qu'on le travaille pour être mieux compris ou pour se faire accepter ? Est-ce que changer son accent, c'est aussi changer sa place dans le monde ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Jérôme Charvet, fondateur de The Accent Method, une méthode de coaching vocal que j'ai eu d'ailleurs la chance de tester hier, je vous en reparlerai, et que j'ai adoré. Jérôme a une histoire hyper intéressante. Il est arrivé à New York à l'âge de 19 ans, pensant en parler un anglais impeccable. Il réalise très vite que son accent le trahit et parfois même le freine. En tant qu'acteur, il décide du coup de le travailler sérieusement pour ne pas rester cantonné au rôle du French guy. Et peu à peu, il affine une méthode concrète, efficace, qu'il utilise aujourd'hui pour accompagner des clients un peu partout dans le monde dans leur parcours vocal en anglais. Ensemble, aujourd'hui, on va donc parler de prononciation, de compréhension, de confiance en soi et aussi de cette petite voix intérieure qui, elle aussi, a parfois un accent. Salut Jérôme, bienvenue. Salut Anne-Fleur. Je suis ravi d'être ici. Eh ben, écoute, moi aussi, je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup de prendre le temps. Je le disais en introduction, t'es arrivé à New York à l'âge de 19 ans. Tu pensais avoir un bon accent. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que c'était pas exactement le cas, en fait ? Alors, en effet, j'étais même très fier. Je pensais avoir un super accent. et puis, la première semaine, je me souviens de me balader sur Broadway Avenue et de demander à une dame mon chemin. Je lui demande « Hello, where is the McDonald's ?» Et là, elle me regarde, mais comme si j'étais, elle fait quoi ? Elle fait what ? Là, je fais McDonald's ? Elle fait what ? Et là, 2 secondes plus tard, elle fait oh, McDonald's. Et là, je me suis senti bon, ok, il y aura un peu de boulot. Et puis aussi, tu sais, comme je faisais une formation d'acteur, j'ai commencé à jouer, à faire des scènes, etc. Et puis rapidement, un professeur m'a dit, écoute, t'étais bien, là, je t'ai senti investi dans la scène, mais
mais j'ai compris la moitié de ce que tu disais. Donc je me suis dit, bon, ok, grosse il y aura frustration. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui te faisait dire que tu avais un bon accent avant d'arriver? Tu l'avais déjà confronté à certaines choses en France Ouais, ou... je pensais que, tu vois, je faisais de la guitare, j'étais bon en musique, j'avais une bonne oreille et je pensais que j'avais, tu vois, je chantais aussi, donc j'arrivais bien un peu à imiter l'accent en chantant, mais en fait, le fait est que quand j'étais seul face aux gens ou sur scène, tu vois, le trac arrivait, le stress et puis voilà. Et puis la chanson, écoute, parlons-en. Je me permets un petit aparté dès le début, mais Céline Dion, par exemple, elle a un accent québécois assez prononcé Ouais. quand elle parle, mais elle a zéro accent quand elle chante. Complètement. Là, quand on chante, c'est beaucoup plus facile de rentrer un peu dans la musicalité du langage. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Alors, pourquoi est-ce que du coup c'était important pour toi de travailler ton accent? Donc c'était pour t'ouvrir un peu des opportunités professionnelles, pour te lancer justement dans ta carrière ou pour continuer? En fait, en tant qu'acteur, je voulais ne pas avoir de blocage, tu vois, avoir vraiment tous les chemins ouverts à moi, toutes les opportunités. Et du coup, je voulais pouvoir auditionner pour un rôle de français, mais aussi pour un rôle d'américain. Et puis après, j'ai ouvert d'autres portes. Donc j'ai même, maintenant, je peux auditionner pour des rôles de britannique. Genre, tu peux nous faire l'accent british là? Je pourrais te le faire, ouais. Ouais, tu veux que je Vas-y. te... Hello, Ouais. how are you? Ah ouais, c'est pas mal. Can I get some water? Ouais. D'accord. C'est quoi du coup ton rapport aujourd'hui par rapport à ton propre accent? Est-ce que tu l'entends encore? Écoute, moi, j'ai vraiment un rapport assez unique dans le sens où moi, j'adore jouer avec ma voix, avec mon accent. Mhm. Donc, je suis toujours là. Tu fais beaucoup de voix off aussi, c'est ça en plus. J'ai fait beaucoup de voix off, ouais. Et en fait, j'adore faire des accents à tel point que quand on va en vacances dans un pays, quand j'y vais avec ma femme, elle ne me supporte plus au bout d'une journée et demie parce que si on va en Italie, je vais commencer à parler français avec l'accent italien, tu vois. Et donc même Tu fais partie de ces caméléons. Ah ouais, Tu vas en vacances à Marseille, tu reviens avec l'accent exactement. marseillais. Donc c'est marrant D'accord. 5-10 minutes, mais au bout d'un moment, mais tu vas te taire. Et du coup, même on est sur l'autoroute ou sur la route, tu vois, il y a des panneaux et je vais dire les panneaux des rues avec l'accent, tu vois. Et donc vraiment le mec oppressant, mais voilà. Donc c'est plus fort que moi. Il est 17h59, j'ai rendez-vous dans 1 minute avec Jérôme qui est coach vocal pour aider les Français à, sans pour autant effacer leur accent, en fait, avoir un accent le plus compréhensible possible. En parallèle de l'enregistrement de cet épisode, on s'est dit que ce serait bien que je puisse tenter l'expérience. Alors, comment ça s'est passé? Il m'a envoyé un texte, d'ailleurs un très joli texte, que j'ai dû lire à voix haute tout en m'enregistrant pour lui envoyer en fait en amont et qu'il ait une idée de mon accent en anglais. Et j'avoue que moi, je suis super intriguée de comment ça va se passer parce que de plus en plus, maintenant, on n'identifie pas forcément que j'ai un accent français, mais on n'arrive pas trop à situer mon accent. On me parle souvent de Porto Rico, Costa Rica. Ça y est, il est 18h, j'ai rendez-vous, je me connecte. On va voir. Salut, ça va? Bien et toi? Très bien. Moi j'ai écouté un peu en effet ton audio. Ouais. Il y a quand même des trucs que tu fais qui sont pas mal du tout. Ouais. Par exemple, beaucoup de Français vont te faire les T très prononcés. Toi, tu vas faire un peu un flap, et tu vas faire un status. Ou des mots comme ça. Tout n'est pas perdu. Il y a espoir. Exactement. Hier, on a fait donc une séance où tu m'as un peu introduite à ta méthode et tu me parlais des centres de résonance en fait qui sont à différents endroits de notre bouche. D'ailleurs, tu avais vachement bien réussi l'exercice, j'avais trouvé. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux, je sais pas justement, peut-être nous l'expliquer comment ça marche et puis peut-être que tu me feras une petite démo. Oui, alors c'est très intéressant. En fait, chaque langue a un centre de résonance. Donc, par exemple, les Russes, the Russians are going to be in the back of the throat. Tu vois, les Français, we're very much in the front. Tu vois, on est vraiment à l'avant de la bouche. The Brits are even more in front. Les Américains, ce qui fait qu'eux, ils ont une voix très résonante. Tu sais, vraiment, quand on va dans un restaurant, on les entend parler. Bon, après, ils ont aussi pas les mêmes codes. Même code, ouais. mais ce qui fait ça, c'est que vraiment, leur centre de résonance est au milieu de la bouche. Donc, tu vois, c'est un peu comme si tu étais
tu vois, dans une grande salle et que tu te mettais en plein centre. Et en fait, si tu te mets en plein centre, ta voix, en fait, toute ta voix va aller taper contre les murs, contre le plafond, contre le sol. Tu vas être parfaitement au centre de la caisse de résonance. Et donc, c'est ce qui fait que les Américains ont une voix très résonante. Et du coup, juste en tant que Français, par exemple, en faisant juste en reculer ce centre de résonance de l'avant de la bouche au milieu de la bouche, on rentre vraiment dans le placement de voix de l'accent américain. Exactement. Et c'était l'exemple que je te donnais, moi, que ma prof d'anglais m'avait donné au collège, de la patate chaude. Si on a du mal, en fait, à visualiser de quoi tu parles, c'est cette patate chaude, en fait, qui est du coup plus au centre de la bouche et qui va, du coup, reculer ton centre de résonance. C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Et donc, un moyen simple de trouver ce centre de résonance, on peut parler en français avec le doigt un peu à l'avant de la bouche. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis français. Et après, on va juste reculer le centre de résonance. On va mettre le doigt au milieu de la joue. Et là, je vais parler comme si j'étais l'Américain le plus cliché. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je viens de Paris. Et je sais pas si tu vois ce qui s'est passé, mais direct, mon centre de résonance a changé. Ma voix a pris une résonance différente. Il y a beaucoup plus de vibrations. Et c'est ça, en fait, qui va énormément aider dans trouver l'accent. En parlant justement de ces centres de résonance, de ces sons, est-ce qu'il y a des sons qui sont pas possibles à faire pour quelqu'un de la langue française ? Je te partageais hier un article qui m'a marqué, tu vois, parce que j'ai vu, il date de 2018, sur les longueurs d'onde, qu'on n'utilise pas, en fait, les mêmes fréquences, finalement, en fonction de la langue qu'on parle, c'est ça ? Alors écoute, moi, ça, je suis pas, tu vois, un expert sur les ondes, etc. Moi, mon expérience, c'est que moi, en tout cas, j'avais un accent français à couper au couteau et que maintenant, je peux auditionner pour des rôles d'américains. Donc, ça passe. Et ça passe. Donc, en fait, Bravo. tout est possible. Et Ouais. les seules limites Donc, sont il n'y a pas de son souvent impossible. dans la tête. Exactement. Par contre, il y aura des sons qui sont particulièrement difficiles pour certaines nationalités et pour les Français. En général, souvent, ils vont avoir, tu sais, des R très prononcés. Hello, let's go to New York. My name is François. Tu vois. D'ailleurs, un des mots les plus compliqués à dire pour les Français, c'est le mot squirrel. Ils vont dire ça, squirrel. C'est très compliqué à dire. Mais parfois, je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est que limite, tu m'as fait faire l'expérience hier, c'est fermer les yeux en fait et écouter et répéter. Parce qu'en fait, quand tu lis, je pense que ça fait partie des barrières que tu te rajoutes. En fait, tu vois tout un enchaînement de lettres, tu fais ouh, ça va être galère. Alors que le répéter, tu te concentres uniquement sur le son. Exactement. En fait, ce que j'ai appris à faire avec mes clients, et ce qui vraiment aide énormément, c'est qu'en début de séance, on va faire une petite relaxation. Comme ça, déjà, la personne peut oublier un peu ses stress de la journée et tout d'un coup rentrer dans une zone plus confortable, plus relaxe, plus réceptive. Et après, avec les yeux fermés, une fois qu'on a un peu relaxé le corps, on va un peu ouvrir l'oreille, se concentrer sur un son qui est dans la salle, puis un son qui est plus loin, tu vois, dans la salle à côté. Puis après, quelques secondes après, on va ouvrir l'oreille et porter toute l'attention sur un son encore plus loin, encore moins identifiable. Tu vois, dans la rue, ça pourrait être, je sais pas, un chien, une voiture, et vraiment porter toute son attention. Du coup, comme ça, on commence à sortir de l'esprit analytique et on ouvre l'oreille. Et l'esprit est plus réceptif. Et ensuite, je leur demande de garder les yeux fermés et on va apprendre un ou plusieurs nouveaux sons et ils vont répéter après moi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on a vraiment court-circuité l'esprit analytique, intellectuel, et on est rentré dans une partie du cerveau qui est beaucoup plus réceptive. Sensorielle. Un peu comme une éponge, tu vois. Et c'est ce que les enfants ont quand ils déménagent, tu vois, quand ils vont vivre avec leurs parents aux US très jeunes. Ils sont complètement ouverts, ils sont juste dans la réceptivité. Ils sont un peu quand ils arrivent aux États-Unis, eh bien, ils sont dans cet état d'esprit, tu vois, ils sont complètement réceptifs comme une éponge. Et c'est ce que je cherche à amener le plus possible avec mes clients. D'accord. Alors, la question à $1 million, est-ce qu'on peut vraiment perdre son accent ? Alors en fait, ouais, je pense qu'on peut vraiment le perdre. Mais alors pour le perdre, c'est vraiment Est-ce que l'objectif, c'est de le perdre d'ailleurs ? Oui, tout le monde ne cherche pas à faire des auditions pour être un American Non, Guy. exactement. En fait, pour un acteur qui a besoin, pour un rôle, tu vois, d'avoir un accent américain parfait, là, il va beaucoup s'entraîner et ça va être un objectif, tu vois, vraiment intense, etc. Et donc là, il y a vraiment, l'intérêt. Mais sinon, je trouve ça vachement bien de garder son originalité. Et en fait, le but n'est pas d'effacer son accent français, mais en fait d'améliorer sa clarté. Tu vois, et souvent ça, on n'y pense pas assez. Mais quelle est la qualité ou la chose qui nous relie le plus au monde qui nous entoure ?
c'est la communication. Ça paraît évident, hein, mais c'est ça. Et du coup, améliorer son accent, c'est un peu une compétence qui englobe d'autres compétences. Tu vois que quelqu'un qui améliore son accent, il améliore sa prise de parole. Quelqu'un qui améliore sa prise de parole, il améliore sa clarté, sa présence, sa crédibilité. Il est beaucoup plus convaincant quand tu vas devoir présenter une idée, pitcher un projet, tu vas devant des clients. Compréhensible, tout simplement. Exactement, ouais. Il n'y a rien de plus frustrant hein, quand tu as l'impression... j'ai déjà donné cet exemple il y a quelques années dans un épisode, alors vous m'excuserez si vous l'avez déjà entendu, mais avant, donc, je fumais. Et j'habitais donc dans Boston, j'allais au bureau de tabac du coin, enfin l'épicerie du coin, j'achetais mes clopes, etc. Et Boston, c'est très cosmopolite. Ils ont l'oreille, ils ont l'habitude d'entendre des accents qui viennent des quatre coins du monde. Et en fait, si on partait en road trip plus dans le centre des États-Unis, qui sont des coins qui sont peut-être un petit peu plus boudés des touristes parce que ils sont moins exposés en fait à différents accents, je devenais folle parce que j'arrivais, je demandais mon paquet, machin, et on ne me comprenait pas. Mais rien du tout, quoi. Et c'était vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Et je dis, mais je parle de la même manière. Je pense, comme tu dis, en fait, la communication est ce qui nous relie au monde, c'est ce qui nous connecte. Et il y a rien de plus frustrant, en fait, que de ne pas être compris. Ouais. Du coup, toi, tu travailles avec des gens qui viennent de tout background. Enfin, tu vois, tu donnais l'exemple, par exemple, de faire une présentation pour le boulot. Mais est-ce que tu peux, je sais pas, travailler avec des gens, tout simplement, en fait, qui viennent s'installer aux États-Unis et qui sont frustrés de pas réussir à communiquer avec leur père? Alors, tu vois, c'est une super question et la plupart de mes clients sont la majorité de mes clients sont des Français. Je dirais 90% de mes clients. Après, j'ai d'autres nationalités, mais c'est un peu ma spécialité. Ah oui, tu travailles pas qu'avec les Français francophones, non. en fait, tu peux... Mais les Français adorent le fait que moi-même je sois français, que je suis passé par leurs difficultés. Ouais. Tu vois, et du coup, ils adorent. C'est vachement rassurant pour eux d'avoir quelqu'un qui est comme eux, tu vois. Et surtout que quand on travaille l'accent, on travaille quelque chose qui a trait un peu à la prise de parole. Du coup, beaucoup de gens sont un peu stressés, sont un peu anxieux, ont peur et du coup, le fait que je sois là avec eux et que moi-même j'ai traversé les mêmes difficultés qu'eux, ils se sentent vraiment en confiance. Et en fait, j'ai un peu des clients qui me viennent de tout profil, tout milieu. Tu vois, j'ai à la fois des artistes, donc des acteurs qui ont des besoins concrets pour des rôles, etc., pour des tournages. Mais j'ai aussi des entrepreneurs, parfois même des CEO, mais aussi des gens en fait qui m'ont écrit et qui parfois m'écrivent des messages désespérés et qui me disent ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, j'ai peur de prendre le téléphone chaque jour, j'ai une peur. C'est hyper paralysant, c'est hyper dur, c'est paralysant d'aller au travail. En plus j'ai des Google Meet tous les jours. J'ai des visios et pour beaucoup de gens d'ailleurs cette ère du Zoom dans laquelle on est rentré est beaucoup plus paralysante qu'avant parce que t'as moins t'as plus cette spontanéité, t'entends moins bien les gens, et puis t'as plus ce langage corporel, tu vois, et du coup beaucoup de gens sont tétanisés, et ça m'a beaucoup touché de recevoir tous ces messages de gens qui ont peur en fait de s'exprimer, de prendre la parole. Un truc que tu me disais, c'est parfois on peut passer, par exemple, justement de 50% de ce qu'on dit est compris. Le but, c'est pas forcément de passer à 100% comme un natif, mais de s'en approcher. Si tu arrives à 80-90%, c'est largement suffisant parce qu'il y a plein de fioritures aussi dans nos phrases. Le but, c'est pas de passer à 100% et d'effacer son originalité. Le but, c'est de passer de, je sais pas, 30-40% de compréhension à 70-80, pourquoi pas 90. Et ça, c'est un but qui est atteignable et qui est vraiment, qui est super. C'est quoi ta plus grande fierté en tant que coach? Je sais pas, ta plus belle success story de personnes que tu as accompagnées? C'est peut-être dur d'en choisir qu'un, mais... Tu peux nous donner quelques exemples, qu'on s'identifie un petit peu? Il y a une personne qui m'a envoyé un message une fois et qui m'a dit, écoutez, je suis tétanisé, j'ai peur de de répondre au téléphone, j'ai peur de parler à des gens que je rencontre, j'ai peur. Et de voir cette personne éclore et tout d'un coup avoir une vie plus normale. Après, je n'étais pas là au quotidien pour l'accompagner, hein, mais d'avoir son feedback, son retour, de me dire ça a changé ma vie, j'ai plus de confiance en moi, j'ai plus cette paralysie.
Je me suis dit, c'est un peu pour ça que je fais ce métier. Génial. Du coup, aujourd'hui, donc, ça représente quoi? Moi, j'imagine que tu es acteur, mais que ça dépend des films, ça dépend de ce qui rentre. Je suis à la fois acteur, mais je t'avoue que, en fait, j'adore cette casquette aussi de coacher les gens pour l'accent. C'est quelque chose que je pense que je ferai toute ma vie, en tout cas le coaching de gens, parce que j'adore ce rapport humain, tu vois, et le sentiment d'apporter quelque chose à quelqu'un, il va pouvoir garder ça toute sa vie, ça va pouvoir l'aider. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Eh ben, félicitations, c'est génial. Hier, on a fait une séance de 50 minutes, c'est ça? C'est des séances de 50 minutes que tu fais. Et tu peux en faire, je veux dire concrètement, tiens, parlons de moi, n'ayons pas peur. Combien de séances, en fait, tu vois, t'envisages, je dis de moi, de ce que tu veux, mais quel est en fait un objectif concret en termes de temps, finalement? Ouais, alors moi, ce que je vois, c'est que après, chaque personne arrive avec des niveaux différents. Mm-hmm. Tu vois, donc je vais m'adapter en fonction de la personne. Et la première session, je ferai un assessment complet de tout l'accent de la personne. Comme ça, j'ai vraiment un peu, tu vois, une idée très claire. Mais en général, je dirais qu'entre 5 et 20 séances, suivant les besoins de la personne, tu vois, c'est ce qu'il faut pour faire des changements. Sachant que ce que tu me disais, c'est qu'entre les séances, il y a des petits exercices. Ouais, alors moi, ce que je recommande, c'est une séance, tu vois, toutes les semaines, ou max toutes les 2 semaines. Comme ça, les gens restent un peu dans une énergie, tu vois. Et en fait, ce qui est très important, c'est pour eux, tu vois, je leur dis toujours, faites 5 minutes par jour, un peu comme si tu te brossais les dents. Parce que ce qui commence à s'enclencher quand tu fais ça, c'est ta mémoire musculaire commence à rentrer en jeu. Et en fait, la mémoire musculaire, c'est ce qu'on veut enclencher. Parce que du coup, tu sais que c'est comme quand tu fais du vélo. Tu l'as tellement fait que tu n'as même plus besoin de réfléchir avant de prendre ton vélo. Tu montes sur ton vélo, tu mets les pieds dedans, voilà, et c'est parti. Et en fait, c'est ce qu'on veut, c'est que tu aies suffisamment répété chaque jour pour que ta mémoire musculaire s'enclenche et que ça devienne un peu ce qu'ils diraient en anglais second nature. Ouais. Tu vois? Ouais. T'as plus besoin d'y réfléchir, quoi. Plus besoin d'y réfléchir, exactement. Et puisqu'on parle du coup de ta manière de travailler, tu peux nous donner une idée du prix de ce que ça représente si on a envie de te tenter? Ouais, alors ça dépend un peu des formules, parce que effectivement, tu as plus de formules, tu as des gens qui prennent 5, parfois 10, d'autres 20. J'ai aussi des packages B2B avec des entreprises qui, elles, prennent des beaucoup plus gros packages avec 100 sessions qui partagent selon leurs employés. Et d'ailleurs, je conseille à tous les gens qui viennent à moi de demander, pourquoi pas, à leur entreprise de leur financer la formation, parce que la plupart des entreprises sont très heureuses de le faire. Et moi, en fait, les prix sont à partir de $100 la séance. Bon, super, ça donne une idée. Ouais. Tu parlais, et j'en parlais un petit peu en introduction, l'accent, c'est aussi un peu une signature vocale. Tu le disais, le but, c'est pas de tout effacer d'où on vient. C'est cette compréhensibilité, finalement, de pouvoir connecter. Mais si on prend l'exemple de l'accent français spécifiquement, franco-français, parce que du coup, il y a plein d'accents français, mais français de France, a priori. Est-ce que tu as une idée de pourquoi les Américains trouvent ça charmant? Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs? Très bonne question, et je pense que ça a à voir avec l'image romantique que véhicule la France. Pour beaucoup d'Américains, la France, tu vois, Emily in Paris. Ouais, c'est la romance, c'est l'amour, c'est la culture, et ça, c'est à travers la littérature, le cinéma, tu vois. Mm-hmm. Et donc, du coup, pour beaucoup de gens, un accent français, ça peut leur donner un peu cette image-là. Et je pense, mais là où je pense que c'est vrai, et je pense que c'est un avantage d'avoir un accent français dans tous les métiers de l'art, tu vois, de la gastronomie, de l'art, C'est presque, ça ajoute presque à la crédibilité, en fait. Oui, de la mode, ça peut jouer en crédibilité. D'accord. Par contre, dans beaucoup d'autres métiers et dans beaucoup d'autres sphères, un peu plus pro ou même personnelles, ou même le fait de se faire comprendre, de parler à des gens, de pouvoir rencontrer des personnes, etc. En fait, le manque de clarté et le fait de vraiment de louper, de pas se faire comprendre, en fait, peut vraiment gêner. Si on ne te comprend pas, oui, effectivement. À moins de connaître le langage des signes. Oui, exactement. Si tu es là pour présenter une idée devant 20 Américains et qu'en fait, ils te regardent, qu'ils ont du mal à te comprendre. Ouais. C'est très frustrant. Est-ce que, dans ton expérience, tu fais ça depuis plusieurs années, travailler son accent, justement, peut modifier la perception qu'on a de nous-mêmes? C'est très intéressant. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais, quand on est enfant, on est très souple par rapport à qui on est.
Donc on est vachement souple, on est vachement réceptif, on est très ouvert. C'est ce qui fait qu'un enfant, d'ailleurs, il arrive aux États-Unis, en 6 mois, il aura l'accent parfait, etc. Et le plus on grandit, le plus on vieillit, le plus on devient confortable et un peu bloqué dans cette idée de qui on est. Et du coup, beaucoup de personnes venaient à moi en se disant « mais c'est impossible » ou « oh là là, mais je suis nul ». D'ailleurs, beaucoup de Français ont beaucoup ce blocage-là d'être trop critiques par rapport à eux-mêmes. Mais ça, c'est une approche pédagogique proprement française. Oui, exactement. Beaucoup, je retrouve ça. Mais tout d'un coup, ils sont surpris de voir en fait que en fait, ce qu'ils pensaient être eux-mêmes, en fait, c'est étendu. Tu vois, et je sais que beaucoup de mes clients qui finalement ont parfois le plus de facilité à améliorer leur accent sont ceux qui ont parfois fait un peu d'impro ou un peu de théâtre. Tu vois pourquoi ? Parce qu'ils ont pris l'habitude de sortir un peu de leur gond, de leur identité prédéfinie, tu vois, et de rentrer un peu dans une extension d'eux-mêmes. Ouais. C'est super intéressant. Et alors, quelles sont les choses en fait que je peux mettre en place, enfin moi ou n'importe qui d'autre, dès aujourd'hui, qui soit potentiellement en fait à portée de porte-monnaie, quoi, tu vois, un truc. Quelles sont des petites actions que je peux mettre en place pour essayer d'améliorer mon accent et donc le fait que je sois comprise autour de moi. Oui, alors déjà quelque chose que les gens peuvent très rapidement mettre en place et auquel on pense pas assez, c'est le fait d'enclencher une écoute proactive, une écoute consciente, une écoute un peu comme si tu étais un musicien. Donc tu habites à New York, tu viens d'arriver là, et si tu commences vraiment à écouter vraiment attentivement les gens, tu vas te rendre compte d'énormément de choses et tu vas te construire une librairie, tu vois, de mots, d'expressions, de sons dans laquelle tu vas pouvoir ensuite puiser. Quelque chose qui va de pair avec le fait d'écouter aussi, c'est le fait d'imiter, de répéter. Donc ça, c'est un muscle, tu vois, que les gens peuvent enclencher assez rapidement. Et ça, tout simplement en écoutant les podcasts, en regardant des films en anglais, en écoutant la radio. D'ailleurs, les journalistes américains sont entraînés à avoir l'accent neutre américain. Et donc, en fait, en écoutant et en répétant, tu vas travailler un peu les ondes de ton cerveau et il va se passer quelque chose, même quelques minutes par jour, tu vois. Ou ça peut être tout bête, comme tu vas chez Trader Joe's, tu sais, le supermarché du coin, et à la fin, la caissière te demande « How many bags, sir ?» Et toi, tu vas sortir de là et tu vas répéter « How many bags, sir ?» Juste enclencher cette répétition. Quelque chose aussi qui peut aider les gens, et ça, c'est très vrai pour les Français parce qu'on parle très rapidement, c'est le fait de ralentir la prise de parole. Tu vois, beaucoup de mes clients, je leur dis ralentissez. Et même là, ils sont toujours trop rapides. Est-ce que le français est une langue qui se parle plus vite que l'anglais ? Ouais, le français est une langue qui se parle plus vite que le français. C'est une langue qui est plus dans les consonnes. Et on va beaucoup plus articuler, tu vois, beaucoup plus à l'avant de la bouche, alors que les Américains, c'est très « everything's very open ». Tu vois, c'est très ouvert, très dans les voyelles. Ils prennent leur temps. Et d'ailleurs, quand on voit des Américains qui parlent, ils parlent souvent beaucoup plus lentement. Et du coup, le fait de parler plus lentement va faire qu'ils auront non seulement un meilleur accent et une meilleure prise de parole, mais en plus de ça, ils auront plus de temps pour réfléchir à comment ils vont amener cette idée. Je vais certainement me faire taper sur le doigt par les profs d'anglais qui nous écoutent, mais c'est un peu un cliché en fait, c'est que les Français, outre les compétences de langue, je parle pas de grammaire, d'orthographe, de machin, mais ont pas très bonne réputation en fait dans leur apprentissage des langues en général, mais du coup de l'anglais, on se moque quand même un peu de l'accent français. Tu saurais expliquer ça ? Pourquoi est-ce que les gens se moquent de l'accent français ? Ou pourquoi on semble avoir un tel retard de prononciation, d'accent. Alors, je sais pas, parce qu'il y a d'autres accents qui sont assez forts, même beaucoup plus forts. Tu vois, je pense les accents asiatiques. J'ai eu des clients qui étaient chinois, japonais, où là c'était beaucoup plus dur pour eux de parler anglais. Donc moi j'ai pas forcément cette impression-là, mais en effet je pense que ça remonte aussi à une petite rivalité américano-française, tu sais, pour pas dire franco-américaine, mais où je pense que les Américains sont un peu blasés d'aller en France en tout cas il y a l'image et la réputation que quand ils vont en France ils sont maltraités. Et tu vois, un peu des fois. Ouais, exactement. Mais pourquoi les gens sont aussi agressifs ? Et du coup je pense peut-être que c'est une manière un peu de se de œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Et tu parlais justement de cette manière de parler américaine qui est plus lente, plus posée, etc. Est-ce que, parce que du coup, tu es coach vocal, tu accompagnes sur l'accent, mais tu accompagnes du coup des gens aussi dans leur prise de parole. Est-ce que ça explique aussi, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, j'en sais rien, mais que les Américains soient aussi bons speakers, aussi bons public speakers, aussi bons à prendre la parole
Ou j'enlève le script, le fait qu'ils savent faire du storytelling, etc. Ça, oui, je pense que c'est un fait, mais tu vois, ils savent poser leur voix, ils savent ajouter un peu du drame. Ils sont presque tous acteurs, en fait, tu vois, dans leur manière de parler. Et je pense que là, tu rentres dans quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la langue française est très plate. Tu vois, donc on est très plat. Alors que la langue anglaise, spécialement l'américaine, ça va vraiment être des montagnes russes. Gonna be up and down the ladder. Tu vois, et du coup, c'est beaucoup plus musical. Du coup, en fait, c'est beaucoup plus expressif, beaucoup plus... Donc, ça attrape l'attention aussi. Exactement. Et donc, il y a aussi cette résonance en plus. Mais du coup, cette musicalité permet de marquer plus des points, tu vois, sur quand tu exprimes des idées. Et au-delà de ça, au-delà de l'accent, je pense qu'il y a aussi un conditionnement américain où on apprend aux enfants par le positif. On leur dit, c'est bien ce que tu fais, bravo, you're the best, you can do it, congrats. Tu vois, c'est vachement là-dessus. Toi, tu vas peut-être voir ça avec ton fils qui est américain, mais ouais. Alors qu'en France, c'est beaucoup... tu te fais un peu taper sur les doigts quand tu fais des erreurs, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs un peu le cliché que beaucoup de Français ont sur les Américains, qui sont un peu bisounours et qu'ils en font des caisses. Alors que ça peut être très porteur et très encourageant aussi. Alors du coup, toi, tu utilises quoi comme pédagogie ? T'es très encourageant ? T'as l'air très positif. Moi, en fait, je t'avoue que je me suis découvert un côté très pédagogue avec les gens. Et en fait, je pense que la moitié de mon travail, en fait, c'est de mettre les gens à l'aise. Tu vois, en fait, c'est la moitié du travail parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, en fait, le plus grand obstacle, il est intérieur, il est psychologique. Tu vois, j'ai parfois des clients qui me disent « mais je vais jamais y arriver, je suis nul ». Et puis tout d'un coup, à force de les mettre à l'aise, d'arriver à les mettre dans un environnement propice, tu vois, à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils puissent éclore, tout d'un coup, il se passe quelque chose où il y a parfois des déclics, tu vois, et la personne commence à se révéler à elle-même et même à trouver sa voie. Et donc, c'est assez touchant de voir, parce que chaque personne aura un peu, tu vois, le chemin qui va mener à ce déclic. Chaque personne aura son propre blocage. Et donc, moi, je dois un peu essayer de chercher à travers ce petit labyrinthe, tu vois. Ouais. Donc, beaucoup d'écoute aussi pour toi. Ouais, exactement. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es basé à Los Angeles. Tu t'accompagnes ces gens, tu disais, c'est beaucoup des Français, mais c'est autour du monde. Tu procèdes que en ligne ou tu fais aussi des choses en personne ? Écoute, moi, je fais aussi des cours, des sessions en personne, mais je dois t'avouer que la majorité de mes sessions sont avec des clients qui sont un peu dans le monde entier. Tu vois, j'ai des clients qui sont à San Francisco, à New York, à Austin, à Denver aussi, dans la même ville que toi, à Londres, à Paris, à Marseille. D'accord. Tu vois, j'ai un peu des clients partout dans le monde. Et c'est la magie d'ailleurs de notre époque, c'est ça me permet d'accompagner des gens un peu partout. Trop bien. Pour terminer, Jérôme, je te demanderais bien, est-ce que tu aurais un message, une réponse, peut-être un encouragement à passer à toutes celles et ceux qui se disent « Je parle bien à l'écrit, mais mon accent, il est vraiment trop pourri, j'ai pas envie de parler. » Moi, j'aurais envie de leur dire en fait que le principal obstacle, il est en eux-mêmes. Et qu'en fait, j'ai eu beaucoup de clients qui avaient un accent très compliqué, pour pas dire à couper au couteau. Et même parfois des gens qui étaient âgés, hein, qui avaient plus de 60 ans, plus de 70 ans même parfois, et qui en fait ont réussi à faire des gros changements dans leur voix. Et qu'en fait, le principal obstacle était intérieur. Et qu'en fait, c'est pas si compliqué. On a l'impression que on a un peu cette image que, tu vois, apprendre un instrument de musique et à partir de tel âge, c'est trop tard. Changer sa voix, changer son accent, améliorer son accent, c'est trop tard. Et en fait, c'est jamais trop tard. Et au contraire, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Ah, ça, c'est un super message. Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à nous dire « Ah, bah, tu l'as pas fait pendant l'enfance, laisse tomber, c'est mort. » Ouais. Et en fait, c'est une fausse idée. Ça t'a pris combien de temps, toi ? Moi, écoute, c'était assez rapide pour moi. Mais je dirais moi, après, mon objectif était vraiment d'avoir un accent parfait. Mais moi, je dirais qu'en 1 an, tu vois, mais moi, j'ai pas fait beaucoup de tu vois, j'ai vu quelques coachs différents, etc. Mais en fait, c'était aussi en travaillant moi tout seul, en écoutant des films, en répétant, tu vois. Et puis, au bout d'1 an, 1 an et demi, mon accent était pratiquement parfait. À tel point que je pouvais auditionner pour des rôles d'Américains. J'ai d'ailleurs joué des rôles d'Américains au cinéma. Bon alors ok, deuxième conclusion, où est-ce qu'on peut te voir dans des rôles d'Américains au cinéma pour aller vérifier ton accent ? Ouais. Écoute, il y a eu des films indépendants. Il y a aussi un film avec Omar Epps qui s'appelle Trick, qui était réalisé par Patrick Lussier, dans lequel je joue un shérif américain. No way. Voilà. Ah ouais, c'est le pur américain. Trop bien. C'est vraiment le rôle américain où ils m'ont appris à la consécration. À utiliser un flingue et à avoir
voilà, tout un entraînement d'armes, etc. Donc c'était assez. On tournait d'ailleurs à Newburgh, c'est upstate New York. Je m'attendais à avoir un super tournage génial, tu vois. Et en fait, on m'a dit dès que je suis arrivé, tu ne sors pas de l'hôtel. C'est la deuxième ville la plus dangereuse des États-Unis. Donc, No way. Et en plus, c'était des tournages de nuit, donc c'était très dur, quoi, parce qu'on commençait à 19h, on finissait à 5h du matin, et après, j'étais bloqué dans cet hôtel, donc Ah ouais, du coup, t'as rien à faire. Ouais, d'accord. Voilà. Un grand merci à toi, Jérôme. Ce que j'en comprends, du coup, c'est que l'accent, on l'entend, mais on le vit surtout. Il raconte une histoire, celle de notre langue, de notre parcours, de notre identité. Ce que tu nous as montré aujourd'hui, du coup, c'est que travailler son accent, c'est absolument pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. C'est juste apprendre, finalement, à se faire entendre, à se faire comprendre sans jamais renier d'où l'on vient. C'est pas du tout une question de perfection, mais plutôt de précision, du coup, pas de conformité, mais de confiance en soi, de confiance dans l'échange aussi. Alors que vous ayez un accent fort, léger ou très assumé, rappelez-vous que votre voix vous appartient. Elle peut toujours évoluer sans jamais s'effacer. Un grand merci à toi, Jérôme. Je mettrai le lien vers ton site internet dans la description de cet épisode. Et puis, merci infiniment à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Avec plaisir.